Aurélie, entre 2023 et 2024, j'ai voulu lancer un projet d'agence de voyage. Je me suis retrouvé endetté depuis 300 millions de francs. Wow. Un jeune de 38 ans, imaginez, qui démarre sa vie, qui avait envie de changer le monde et qui se retrouve endetté de 38 millions, de 300 millions, pardon, et tout, et qui vit une bataille judiciaire. Pendant près d'un an, moi, j'ai eu... Bienvenue sur Women TV Talk Show, votre télévision, mais aussi la télé qui vous inspire. Aujourd'hui, on reçoit un homme d'exception, un homme dont le parcours va bien au-delà des salles de conférence. Il est auteur, entrepreneur, conférencier et coach dans plusieurs domaines. Et bien évidemment, il est suivi par des milliers de personnes à travers le monde. Il a un seul message: tout le monde peut réussir à transformer sa vie. Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Ulrich Nguégan. Bienvenue à vous, monsieur. Merci Aurélie, c'est un plaisir d'être là. Et c'est vraiment un honneur de vous avoir comme invité. Je vous dis merci d'avoir bien voulu accepter de faire cette émission avec nous, sachant que vous êtes vraiment une personne dont le parcours inspire. Vous êtes une personne qui s'est motivée, qui s'est poussée, et on a vraiment un grand plaisir à vous recevoir aujourd'hui. Et on se dit, les téléspectateurs auront beaucoup à gagner, surtout ceux-là qui entreprennent, ceux-là qui essaient de vendre, ceux-là qui essaient de sortir quand même d'un certain niveau de précarité. Alors, on va commencer par vous demander déjà de vous présenter. C'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses, mais j'aimerais bien que vous vous présentiez en vos propres mots. Ouais. Donc, Ulrich Nguégan, un jeune de 39 ans, oui. À la base ingénieur système réseau informatique, hein, c'est ce que j'ai fait à l'école, comme la plupart des gens. Et aujourd'hui, entrepreneur, formateur, conférencier et auteur d'un magnifique livre, Vendeur 3.0, qui vise à changer le regard que les gens ont de la vente, oui, et comprendre que nous sommes tous des vendeurs. Le mec derrière la caméra, là, c'est un vendeur. Toi, tu es une vendeuse. On est tous des vendeurs. Et donc, c'est un jeune qui a compris dans son processus de formation en art oratoire, en développement personnel, en PNL, parce que je suis certifié PNL, j'ai compris que en changeant mes croyances, je pouvais changer ma vie. Oui. Et ce jour-là, ma vie a changé. Et c'est un message que je prône aujourd'hui partout au monde, aux jeunes Africains, en disant que vous avez la capacité et le pouvoir de changer votre vie. Vous avez le potentiel. Vous avez l'ordinateur de bord le plus puissant au monde. Il faut simplement lui donner le bon logiciel. Et je me bats au quotidien à partager les astuces, les logiciels pour que tous les jeunes Africains puissent changer leur vie naturellement et changer l'Afrique. Et justement, vous y arrivez, vu qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui vous suivent, j'ai voulu dire, et vous inspirez également tellement de personnes. J'ai envie de savoir, avant d'avoir ce niveau de visibilité, ce niveau d'impact, quel a été votre parcours? Alors, j'étais pas suivi comme aujourd'hui. À l'époque, je me souviens, moi, j'étais salarié et jusqu'au jour, un jour, je sentais que le système ne m'apportait plus, moi j'apportais plus au système. Oui. Donc en tant qu'ingénieur informaticien, je suis dans les salles serveurs et je me disais, la communication avec les ordinateurs ne passait plus. Et là, il fallait amorcer une communication avec l'être humain. Et c'est là où je commence, à travers les conférences, les petites conférences de rien du tout, hein, j'apprenais et j'ai décidé de le repartager aux autres. Oui. À travers des petites conférences, des petits ateliers. Et j'ai ouvert une page Facebook. Et je partageais mon contenu. D'ailleurs, au début, quand vous commencez une aventure, les gens vous critiquent parce qu'on vous dit, mais qui vous a donné la validation? Qui vous a donné la certification? À l'époque, je n'étais pas encore certifié PNL. Oui. Hein? Mais je faisais partie déjà de ceux qui pensent que si vous apprenez quelque chose, vous pouvez le partager au quotidien. Tout à fait. Et je le faisais, chemin faisant. Beaucoup d'Africains ont commencé à me connaître, à s'inscrire, à s'abonner. Et aujourd'hui, on est pratiquement bientôt près d'1 million d'abonnés sur toutes nos plateformes sur Internet. Donc, ça demandait de l'audace, une vision, une audace et chemin faisant, hein, la boule de neige se construisait au fur et à mesure. Et apparemment, beaucoup de patience aussi. Beaucoup de patience, naturellement. Parce que ça fait pratiquement 6, 7, 8 ans qu'on est quand même. Ouais. Quel a été votre obstacle majeur? Parce qu'on sait quand même qu'il est impossible de réaliser autant sans rencontrer quelques obstacles en chemin. Ah oui, les obstacles sont dénombrables. La vie est faite d'obstacles. D'ailleurs, il y a un auteur qui disait, la vie n'est pas dure,
mais c'est le dur qui est la vie. Oui. Donc, vous voyez l'électrocardiogramme, quand ça monte, ça descend, ça montre que le patient est encore en vie. Donc, c'est ça la vie. C'est les hauts et les bas. Malheureusement, on apprend beaucoup trop aux jeunes dans les réseaux sociaux, dans les chaînes de télé, dans les livres. On présente beaucoup trop le succès. Mais c'est quoi le succès? Le succès, c'est la finalité d'un ensemble d'échecs. Tout à fait. En réalité, si vous enlevez les échecs, il n'y a pas de succès. Donc, c'est ça que les jeunes devraient comprendre, les gens devraient comprendre ça. Et les obstacles, j'en ai eu énormément. Le premier obstacle, c'était d'abord d'annoncer déjà à mes parents que je démissionnais. Moi, ingénieur système réseau informatique, on a payé mes études. Et quand je commence à travailler, après, je dis, je démissionne pour me lancer en entrepreneuriat, en insécurité. Et ça, c'est difficile à comprendre pour l'entourage. Je me souviens un jour, ma mère m'a demandé, mais c'est quoi cet entrepreneuriat? Il s'agit de quoi? Parce que je suis né dans une famille de salariés. Justement. Et donc, personne ne comprenait en fait de quoi il s'agissait. Donc, j'étais obligé moi-même de me créer mon propre chemin, de me déprogrammer pour se reprogrammer en entrepreneuriat. Donc, première difficulté, c'était déjà que l'environnement comprenne les choix et les décisions. Ensuite, maintenant, chemin faisant, il fallait, comme je dis, il fallait se déprogrammer. Parce que ce qui va vous faire le plus mal, il va vous retenir, ce n'est pas ce que vous ne savez pas, c'est ce que vous savez déjà et qui n'est pas approprié. Tout à fait. Donc, il faut se déprogrammer et ça demande de l'apprentissage, ça demande de la lecture, ça demande des rencontres, ça demande énormément de choses. Et ensuite aussi, quand vous passez à l'action, vous rencontrez beaucoup d'échecs. Aurélie, entre 2023 et 2024, j'ai voulu lancer un projet d'agence de voyage. Je me suis retrouvé endetté de plus de 300 millions de francs. Wow. Un jeune de 38 ans, imaginez, qui démarre sa vie, qui avait envie de changer le monde et qui se retrouve endetté de 38 millions, de 300 millions, pardon, et tout, et qui vit une bataille judiciaire. Pendant près d'un an, moi, j'ai eu plus de 60 plaintes. Imaginez, c'était infernal. C'était une descente aux enfers. Et comment vous avez surmonté cette étape? Comment tu vas surmonter? Tu as une seule chose. Tu es dans un désert, tu dois te battre avec les moyens que... J'avais une seule chose en tête, c'était la résilience. Tant que mon cœur il bat, je sais que je peux avoir une solution. Je me souviens à un moment donné, je courais véritablement un risque réel d'aller en tôle. Oui. De prendre peut-être 5 ans ou 6 ans. Et j'ai dû me faire à cette idée et me dire, écoute Ulrich, si tu prends 5 ans, si ta vie devait se redéfinir, comment tu ferais? Et j'ai commencé à planifier des choses, à accepter et à me dire, peut-être que je serais l'un des premiers jeunes en prison à démarrer des formations, à démarrer une révolution. Donc, vous aviez déjà planifié en fait, des séances de formation. Bien sûr, des séances de coaching, de formation en prison, avec ces jeunes, avec une méthode différente. Aurélie, Nelson Mandela avait pour ambition d'aller réduire les inégalités en Afrique du Sud. Vous savez combien de temps il a pris? Il a pris la prison à vie. Il a été condamné à vie. Et il a fait 27 ans. Et quand il sort 27 ans après, 4 ans après sa sortie, il devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Effectivement. Donc, les échecs font partie de la vie. Et c'est lui d'ailleurs qui a dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Vous voyez à quel point il a compris le secret de la vie. Donc, les échecs, il y en aura. Les échecs, j'en ai eu tellement. Et aujourd'hui, mon rapport face à l'échec a changé. D'ailleurs, ce sera le titre de mon prochain livre qui sera Le pouvoir de l'échec. Parce que comment j'ai gagné après avoir tout perdu. Aujourd'hui, on se rend compte que les jeunes, les femmes sont de plus en plus poussées vers l'entrepreneuriat, vers le commerce. Mais il y a toujours quelque chose qui manque. On a l'impression qu'il y a une sorte de précarité autour. Pour vous, c'est quoi en fait le blocage? C'est quoi le manquement? Alors, ce qu'il faut premièrement savoir aussi, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas seulement une science. Oui. C'est presque une religion. Écoutez, quand vous regardez les entrepreneurs, nos pères entrepreneurs, vous allez vous rendre compte que l'entrepreneuriat, on ne l'apprenait pas dans les écoles. C'est aujourd'hui qu'on commence à avoir des écoles, on commence à avoir des formations. Mais en fait, les parents entrepreneurs apprenaient à leurs enfants comment être des entrepreneurs dans leurs habitudes, dans comment on gagne de l'argent, dans le rapport à l'argent, dans tout ça. On leur apprenait ça à la maison. C'était un mode de vie. C'était un style de vie. Et je vous le confesse,
à l'époque, au début de ma carrière, je disais aux gens, mais entreprenez à tout prix. Mais aujourd'hui, je commence à ne plus dire ça. Je dis, mais non, attendez d'abord. Avec du recul. Oui, avec du recul. Attendez d'abord. Parce que combien de gens auraient supporté de se retrouver endettés à 39 ans à 300 millions? En fait. Combien? Je connais des gens qui sont morts. Je connais des jeunes qui sont morts de stress, qui ont fui le pays, D'autres qui sont allés. se sont donnés la mort. D'autres se sont donné la mort. C'est les réalités, c'est les choses qu'on ne dit pas. Exactement. Mais c'est une aventure dangereuse. C'est pour ça que ça allait de père en fils. Et vous savez, c'est parce que notre société ne fonctionne pas bien. Elle est déséquilibrée. Sinon, on peut être salarié, on peut avoir un plan de vie professionnel, évoluer, avoir une bonne retraite, avoir des assurances maladie, prendre des vacances et vivre heureux. D'ailleurs, beaucoup de salariés sont plus heureux que les entrepreneurs. Ouais. Ils n'ont pas ce poids, cette charge mentale. Ils n'ont pas cette charge mentale constante. Ils n'ont pas cette pression incessante. Ouais. Imaginez, vous ouvrez un business et vous avez tout de suite les impôts. Vous avez tout de suite les problématiques d'employés à gérer. Ouais. Vous avez les problèmes des employés que vous devez gérer. Parce que les employés, une tête, un problème. Ouais. Oui, vous imaginez. Et vous imaginez un marché qui est changeant, qui est variant. Comment tu vas faire? Moi, j'ai ouvert une chaîne de télé, j'ai investi plus de 60 millions de francs. Dedans, j'avais 22 personnes et tout. Mais chemin faisant, je ne comprenais pas que, en fait, dans notre environnement, les chaînes de télé ne se rentabilisent pas à travers les émissions. Je n'avais pas compris ça. Et dans ces chemins faisant, à un moment donné, j'ai dû fermer, j'ai dû réorienter. Comprenez? Donc, c'est un chemin dans lequel tout le monde ne sera pas entrepreneur. Parce qu'il faut de la résilience. C'est une religion. Il faut y croire complètement. Un de mes étudiants me disait, mais comment on peut être endetté à cette hauteur et décider encore de se relancer en entrepreneuriat après? Ouais. Je dis, c'est une religion. C'est un style de vie. Je ne peux pas faire autre chose que de créer des idées qui peuvent changer le monde, de créer des entreprises, de pousser les gens à se lancer, à vivre leur vie. C'est ça ma vie. Et je suis heureux dedans. J'aime à le dire, il n'y a pas meilleur coach en entrepreneuriat qu'une personne qui a entrepris, qui sait ce que c'est, qui a échoué, qui s'est relevé. Et votre discours jusqu'ici prouve à suffisance que, en fait, il n'y a pas mieux que ça. Parce que je vois mal quelqu'un qui n'a jamais essayé venir expliquer comment réussir. Ouais. Quelqu'un qui a essayé, qui s'est écrasé, qui s'est relevé, le fait mieux. Et c'est pourquoi vous le faites avec autant de fluidité. Je pense que s'il y a quelqu'un qui écoute cette émission-là directement, elle va se dire, non, ça, franchement, je pense qu'au moins si je me lance, je peux faire face à telle situation. Et pour ça, franchement, je vous dis merci de parler avec autant de transparence, autant de vérité. Et vous n'êtes pas vraiment dans la vente de l'illusion selon laquelle, franchement, aujourd'hui, je m'en sors, je fais bien. J'ai voulu faire cette parenthèse-là avant de passer à la question suivante. Merci vraiment. Alors, vous êtes coach en confiance en soi. Oui. Comment est-ce que la confiance en soi peut impacter la réussite d'une vie? Alors, la confiance en soi, d'abord, n'est pas une notion théorique. Oui. La confiance en soi est une puissance. C'est une capacité qui vous permet de réaliser des choses dans notre société. Oui. Vous savez, si vous prenez un ingénieur, un médecin qui a 15 ans de service, comment il arrive à exercer son métier au quotidien avec fluidité, avec moins d'erreurs? C'est qu'il utilise une capacité, un pouvoir qui est la lumière, c'est-à-dire c'est sa capacité optimum à exercer de manière confiante. Quand on dit confiante, c'est qu'il se repose sur ce qu'il sait, sur ce qu'il a appris avec le temps. Il n'a pas de doute. Alors, quand vous voyez un chirurgien qui prend votre cerveau et qui va vous opérer et tout, et vous dit, monsieur, calmez-vous, endormez-vous, je vais vous opérer, vous allez vous réveiller. Sur quoi il se base? En fait, il y a l'expérience derrière, mais il y a une absence de doute. Et cette absence de doute-là va lui conférer un pouvoir d'exercer à ce moment donné. Et vous allez voir, parce que quand on opère, on est à des niveaux où une moindre peur, un moindre trac, un moindre doute pourrait être fatal. Pourrait être fatal, effectivement. Donc la confiance en soi n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose que vous pouvez perdre. C'est une puissance qui permet d'opérer. Moi, je vois des gens au quotidien
qui ont un background technique professionnel derrière eux, mais quand on change un peu de domaine, ils perdent de confiance. Tout à fait. Ou quand ils se mettent devant les gens et qu'il faut expliquer leur domaine, simplement parce qu'ils n'ont pas l'art oratoire, une autre compétence, ils sont incapables d'expliquer ce qu'ils ont appris pendant 15 ans à faire. Justement. Donc, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de dire, il faut bâtir cette capacité, cette puissance aux plus jeunes, dès le bas âge, et c'est ce qu'on fait au quotidien, à travers l'art oratoire, à travers la confiance en soi, l'estime de soi, et surtout à travers les capacités à vendre et à se vendre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis sur pied ce livre Vendeur 3.0, qui est un manuel de survie et qui montre aux gens que quel que soit votre domaine de compétences, si vous ne savez pas vendre et vous vendre, vous êtes un homme mort. D'accord. Voilà, donc confiance en soi, c'est capital et tout le monde devrait travailler à développer son estime de soi, dans son évaluation, sa valeur qu'il se donne soi-même. Avant d'être en face de gens, on a chacun une valeur qu'on se donne en fonction de nos expériences et tout ça. Et donc, naturellement, par ricochet, la confiance, la puissance qu'on a pour exercer ce qu'on doit exercer au quotidien. Et quel conseil vous donneriez justement à un jeune pour commencer à avoir cette confiance-là? Parce que malheureusement, vous avez évoqué un point très pertinent. Beaucoup de personnes, bien que compétentes, ne ressentent pas justement le poids de ce qu'elles représentent réellement. Beaucoup se sous-estiment, beaucoup se dévaluent. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y en a qui ont du mal à véritablement se lancer dans un domaine qu'elles maîtrisent pourtant véritablement en profondeur. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire à un jeune aujourd'hui afin qu'il commence réellement à avoir confiance en lui? Alors, la première des choses, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le coaching qu'on fait est une science. Oui. C'est une science qui permet d'utiliser des outils pour amener les gens d'un point A à un point B. Si on a un jeune qui manque de confiance, c'est-à-dire qu'il va se sous-estimer. Tout à l'heure, tu as parlé de sous-estimation. Oui. Donc, au niveau de l'estime, il va aller prendre une note qui est inférieure. Tout à fait. Pourquoi il va prendre une note qui est inférieure vis-à-vis de lui? Parce qu'il se base sur des croyances et des expériences qui le dévalorisent. Et chacun de nous a eu des expériences dans la vie dévalorisantes. Soit quelqu'un qui nous a dit « tu pourras rien, tu feras rien ». Ou quand on a eu un échec, on a pensé qu'on était l'échec. En fait. OK? Donc, dans le coaching, dans ce que nous, on fait au quotidien, on va aller en profondeur, essayer de changer la perception qu'on a des échecs qu'on a eus, la perception qu'on a des croyances qu'on a eues. On va aller implanter d'autres croyances. On va changer et modifier ce regard-là afin que l'estime, donc la sous-estime qu'il avait, on puisse maintenant ramener ça, le curseur. On va ramener le curseur à la bonne note, ce qui va changer naturellement le regard sur lui et sur ses échecs. Parce que vos échecs, aussi longtemps que vous ne voyez pas que les échecs que tu as eus sont venus pour te faire un grand bien, sont venus pour t'apprendre des choses nouvelles. La vie que tu as eue, la toxine que la vie t'a donnée avait pour but que tu les prennes et tu ailles en laboratoire en fabriquer un antidote. Vous savez que le vaccin est fabriqué à partir de la toxine. Tout à fait. Voilà. Donc, quand la vie vous donne des cartes, aussi douloureuses soient-elles, le but c'est de pouvoir accepter ces cartes, les retourner et quand vous retournez, absolument, vous allez voir le message de la vie qui est écrit derrière la carte. Et donc, on va changer de regard. On va changer de regard. Et il va commencer à dire, oh yes, mais si j'ai vécu ce viol, mais peut-être que si j'ai compris comment sortir de ce viol, je peux l'expliquer aux autres personnes qui ont vécu le viol. Peut-être que si j'ai grandi dans une famille de pauvres qui avait le manque, peut-être que ça me donne les armes, la faim, F-A-I-M, suffisante pour aller créer de la richesse et pouvoir sortir aussi ceux qui sont dans cette... Quand vous demandez à Oprah Winfrey, Oprah, mais comment tu as fait pour être la femme qui t'es aujourd'hui? Oprah vous dit, c'est parce que je suis passé par toutes les difficultés par lesquelles je suis passé. Donc, les douleurs et les toxines nous permettent de les utiliser pour aller créer les vaccins, pour aller créer les solutions, pour aller écrire des livres qui vont solutionner les autres pour pouvoir sortir également de tout ça. Donc, un, changer de regard. Deux, se mettre en action. Donc, on change le regard tout de suite. On l'utilise en antidote, on se met en action. Et naturellement, vous allez voir, celui qui avait les épaules baissées va redresser le dos, va redresser la tête et va regagner confiance naturellement.
D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tout à l'heure, vous avez parlé de livres. Et parlant de livres, on a Vendeur 2.0. Vendeur 3.0. Dont le rôle est d'ailleurs 3.0. Oui. On est déjà au 3e. Oui, bien sûr. Donc, il est juste là. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça renvoie? Vendeur 3.0. 3.0. Vendeur 3.0, c'est un projet qui est depuis 7 ans. En fait, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, à l'époque, ingénieur système réseau informatique, Oui. Quand je démissionne et je me lance en entrepreneuriat, je me rends compte d'une problématique très forte. C'est que la première compétence que vous devez avoir, c'est la capacité à vendre. Quel que soit votre métier. La société nous a appris que on pouvait être, il y avait des techniciens, il y avait des vendeurs. Mais non, on est tous des vendeurs. Oui. Si vous êtes un électricien, un chaudronnier, un médecin, un docteur, vous vendez une idée, vous vendez des valeurs, une vision du monde, vous vendez des choses. Nous avons mis sur pied un livre, Vendeur 3.0, c'est 140 pages, c'est 6 parties, 9 chapitres, dans lesquels on va rentrer au cœur du cerveau humain, Oui. au cœur de la neuroscience, le neuromarketing. On va aller comprendre pourquoi est-ce que les gens passent à l'action d'achat, pourquoi les gens achètent. Ok, donc on va vraiment rentrer dans la psychologie, neurosciences, neuromarketing, principe de manipulation. Les gens vont comprendre pourquoi est-ce que, quand tu dis j'achète, qu'est-ce qui s'est passé au-dedans? Pourquoi tu es arrivé à ce niveau-là? Pourquoi il y a les gens qui ont des bons produits et qui meurent avec leurs produits dans les rayons, et d'autres qui ont des produits moyens et qui font fortune. Donc c'est une lifestyle, vraiment un manuel de survie qui permet aux gens véritablement de reprendre le pouvoir ultime qu'ils ont, qui est la capacité à vendre. Une émission comme celle que vous faites maintenant, il faut la vendre. Tout à fait. Il faut la vendre au monde. Il faut pousser les gens à vouloir vivre cette émission, à consommer ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Ok? Et donc, ça demande des techniques. Et donc, c'est un livre qui vise à valoriser les gens, à valoriser leur potentiel et surtout à réduire le pourcentage. 90% des gens compétents meurent pauvres. Donc, il faut réduire ce pourcentage-là et permettre aux gens compétents d'obtenir une deuxième compétence, c'est celle de valoriser la première compétence. Et donc, c'est un livre que je vous recommande. Tout le monde, mon objectif, c'est que chaque famille africaine puisse avoir ce livre-là. Avant d'aller vendre, payer 900 000, 1 million pour les études, prenez le temps d'acheter ce bouquin-là pour mettre en valeur tout ce que vous allez apprendre dans les écoles. D'accord. Et justement, parlons d'apprentissage. Vous êtes coach en vente et à beaucoup d'autres choses, mais ce qui m'interpelle particulièrement, c'est que vous dites que tout le monde est un vendeur à la base. Oui. Sauf qu'on a de très bons vendeurs. Et puis, on a d'autres vendeurs qui peut-être le seront après avoir lu le livre Vendeur 3.0. Mais ce que j'ai envie de savoir, c'est comment transformer justement un échec commercial en opportunité d'apprentissage. Ah mais bon, le jour où vous comprenez que l'échec est un moyen d'apprentissage puissant qui vous permet d'avancer beaucoup plus rapidement, les choses commencent à changer dans votre tête. Donc, si vous avez un échec commercial, c'est-à-dire que, alors, je suppose que quand vous parlez d'échec commercial, c'est peut-être que vous allez prospecter et on vous dit non, ou vous faites référence à… Vous avez prospecté, on vous dit non. Oui. Vous vous êtes lancé peut-être dans une activité et vous ne parvenez pas vraiment à convaincre qui que ce soit de la plus-value de ce que vous proposez. En fait, tous ces échecs-là autour de l'activité commerciale. Absolument. Alors, premièrement, écoutez, les gens, c'est pas parce que les gens savent la valeur, donc qu'est-ce que le produit va leur donner qu'ils vont acheter. Parce que le cerveau, on a deux parties. On a le cerveau gauche et le cerveau droit. Cerveau rationnel, il comprend le besoin, il comprend ce que ça va lui apporter. Mais pourquoi il doit se lever en ce moment donné pour aller acheter? Il faut que le cerveau droit, le cerveau émotionnel puisse être activé. Parce que l'homme ne passe à l'action que parce qu'il y a l'émotion qui est montée et ensuite parce que les hormones sont sécrétées. Donc les hormones, les émotions préparent à l'action. Et donc quand vous êtes un vendeur, vous comprenez que quand on vous dit non, simplement parce qu'il n'a pas encore vu la valeur, l'impact que ça va apporter dans sa vie. Vous savez, en neuromarketing, par exemple, et ça, je développe ça dans le livre, il y a une technique en neuromarketing qu'on appelle la guérilla marketing. La guérilla marketing, par exemple, c'est le fait de venir voir un patron et ne pas lui dire que je fais dans ça. Vous fabriquez le premier prototype de produit
résolvant son problème et vous venez lui montrer à quoi ça ressemble. Oui. Quand vous venez lui montrer ça, je vous garantis, il a très peu de chances de refuser. En fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle les offres de service, ça ne marche plus. Ça, c'était avant ça. Tout à fait. Okay? En fait, on ne les lit même pas. Bah oui, on ne les lit plus. Donc, si vous avez, par exemple, vous vendez les cartes de visite et tout, fabriquez les cartes, identifiez Ulrich, qu'est-ce qu'il fait? Regardez ses couleurs, sa charte graphique, fabriquez-lui les cartes de visite avec un bon modèle et vous venez lui présenter ce que vous avez fait avec une sorte d'innovation. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le jour où vous me montrez ma carte de visite que vous avez programmée, je regarde, je dis waouh. Et vous faites quoi d'autre? Et donc, bah oui, parce que quand vous voyez ça tout de suite, le gars va dire, mais qu'est-ce que je fais d'autre? Est-ce que vous pouvez plus changer ce numéro? Mettez ça, mettez plutôt ici. Vous voyez, vous n'êtes plus au niveau où vous lui dites, je fais dans les cartes de visite. Voici ce que je fais et je vous montre un prototype. Et donc, ça charge émotionnellement le gars hein, et il y a de fortes chances que vous rentrez avec un contrat ou bien il vous dit, faites-moi plutôt ça, j'ai déjà les cartes, faites-moi plutôt ceci et tout ça. Parce qu'il a reçu gratuitement. Quand vous recevez quelque chose que vous ne méritez pas, vous entrez dans ce qu'on appelle le sentiment de redevabilité. Tout à fait. Donc, vous devez rendre la pièce. Donc, c'est un processus puissant en marketing qu'on utilise. Il y a beaucoup d'autres processus comme ça qu'en lisant le livre, vous allez pleinement comprendre. Et un non n'est jamais vraiment un non. On est en train de vous dire, je n'arrive pas encore à comprendre qu'est-ce que je gagne ou pourquoi je dois acheter maintenant. Donc, c'est à vous de bien comprendre ça. Et on traite ça dans le livre Vendeur 3.0. Ok, avant de poursuivre avec les questions au sujet de l'art oratoire, j'ai bien envie de savoir comment se procurer ce livre que vous nous avez tant vanté. Oui, alors le livre est disponible. Le livre est disponible aujourd'hui à Douala. Il sera disponible à Yaoundé. D'ailleurs, il y a une dédicace qui se fera au week-end de l'écrivain ce week-end, ce 30 à Yaoundé, sans la hôtel. Et le livre sera disponible à Yaoundé, à Douala et sur l'Institut d'art oratoire ou par exemple simplement au numéro 696 50 91 67. Et donc, vous allez simplement commander votre livre et vous l'aurez. Le livre est sorti, on a eu une grosse rupture. Donc, on vient d'avoir un nouveau stock, mais je sais que naturellement, il va être encore en rupture de stock très vite. Notre but, c'est de pouvoir le déployer partout en Afrique, dans tous les pays d'Afrique, francophones et anglophones. Ce livre doit être un manuel de base. Et notre objectif, c'est même d'ailleurs de contacter les ministères pour qu'ils soient inscrits dans les programmes éducatifs. Oui. Ouais, parce que à un moment donné, on a beau lire les livres imaginaires, ça c'est bien, mais il faut qu'à un moment donné, on s'assoie pour lire les livres techniques importants qui nous donnent une plus-value réelle et qui nous permettent de gagner de l'argent au quotidien. Ou bien qui nous permettent de pouvoir avoir des résultats au quotidien. Quand est-ce qu'on atteindra le niveau de la Chine, qui est l'usine du monde aujourd'hui? Quand est-ce qu'on atteindra le niveau des pays compétitifs? Il nous faut commencer dès la base à intégrer des notions techniques pour pouvoir permettre aux gens d'avoir des résultats dans la vie. Et avant de poursuivre, j'ai envie d'ajouter à ce que vous dites que le livre en question a la particularité d'avoir pour auteur quelqu'un qui a entrepris, quelqu'un qui entreprend, quelqu'un qui sait de quoi il vous parle. Absolument. Parce que malheureusement, on a également beaucoup de personnes qui se basent sur des théories pour écrire un livre. Ouais. Ça reste tout autant pertinent, mais ça n'a pas la profondeur que vous pouvez retrouver dans le livre écrit par quelqu'un qui a vécu ce qu'il vous dit. Absolument. Donc, franchement, moi également, je vous le recommande et j'aimerais bien, moi également, lire ce livre. On va poursuivre donc avec l'art oratoire. Oui. En quoi l'art oratoire peut-il changer une vie professionnelle ou personnelle? Alors, aujourd'hui, Aurélie, les gens vous achètent à la valeur de ce que vous dégagez. Oui. C'est-à-dire qu'en ce moment donné, la façon avec laquelle tu parles, tu t'exprimes, tu te comportes, tu es en train de communiquer. Justement. Tu es en train de mettre des éléments de communication, des éléments de valeur. Ouais. Et les gens en face vont vous acheter en fonction de ce que vous dégagez. Donc, imagine Aurélie, qu'aujourd'hui, tu commences une formation en art oratoire et tu commences à être bonne communicatrice avec des outils non-verbaux, avec des outils de communication verbale, paraverbale. C'est-à-dire quand tu parles, tu n'es pas seulement pertinente, mais tu dis des choses pertinentes avec beaucoup d'émotion. Hein, tu vois comment je le dis? Tu dis beaucoup de choses pertinentes avec beaucoup d'émotion. Les gens vont commencer à croire
en ce que tu dis. Les gens vont te donner plus de valeur. Aurélie, s'il y a un poste de responsable, de chef de bureau, on a de fortes chances de te prendre parce que le responsable, le leader, est celui qui a la capacité de diriger les autres, d'amener les autres, de communiquer efficacement. Donc, ce n'est même plus celui qui est fort techniquement. C'est celui qui a un leadership un peu plus élevé. Et donc, dans le leadership, il y a la capacité à communiquer, à fédérer, à emmener dans la direction. Aurélie, c'est la communication qui dirige le monde. Aujourd'hui, les gens se mettent en guerre pour mauvaise communication. Les gens se mettent en harmonie pour bonne communication. La communication dirige le monde. Le monde s'ouvre aux grands orateurs. OK? Donc, c'est quelque chose, c'est une étape de la vente spécifique parce que chacun de nous, nous sommes une entreprise et on a un département communicationnel et vente. Et dans ce département communicationnel-là, il y a l'art oratoire. Et donc, développer vos capacités d'art oratoire vont augmenter naturellement vos résultats de 30 à 40%. Est-ce qu'on pourrait en déduire que pour être un bon orateur, il faudrait également avoir de bonnes compétences en manipulation? Ah ben oui, bien sûr. La manipulation. Aurélie, aujourd'hui, les gens pensent que la société a catégorisé la manipulation comme quelque chose de négatif. Ouais. Mais c'est quoi la manipulation? Si tu entres dans le dictionnaire, on va te dire manipuler, c'est tenir des mains. C'est emmener, c'est tenir des mains. C'est amener, c'est manier et tout. Si tu es un parent, Aurélie, tu es une manipulatrice. Quand tu dis à ton enfant que travaille bien, cette fin d'année, le Père Noël te donnera des cadeaux. Tu es en train d'utiliser des outils pour emmener l'enfant dans une direction dans laquelle il n'avait pas prévu d'avance et le tout de manière totalement inconsciente. C'est ça la manipulation. Donc nous tous, on est des manipulateurs. Si tu es un patron, tu es un manipulateur. Quand tu dis à ton employé, écoute, travaille bien. Quand cette société sera à ce niveau, je te garantis que les salaires iront, que tu auras ce poste. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de le projeter dans le futur en le boostant émotionnellement dans le présent. Donc, il va se donner à 200% en pensant au futur. Sauf que tu as les résultats dans le présent. La plupart du temps, quand l'entreprise pèse, combien de pourcents de patrons finalement font ce qu'ils ont dit? La manipulation. Justement. Si on est enseignant, on est des manipulateurs. Manipuler, ce n'est pas péjoratif. Manipuler, ce n'est ni positif ni négatif. C'est comme un couteau. Le couteau, on peut l'utiliser pour la cuisine. Le couteau, on peut aussi l'utiliser comme une arme blanche. Ouais. Donc, vous devez comprendre la manipulation. Et en vente, on est énormément à manipuler. D'ailleurs, plus de 80% de nos achats au quotidien sont faits de manière totalement inconsciente. Ça, c'est vrai. La plupart des achats qu'on fait au quotidien, on n'en a pas fondamentalement besoin. Ouais. Quand vous allez dans le supermarché avec l'intention d'acheter un produit, sortez souvent avec les plastiques. Pourquoi? Parce qu'on vous a bombardé d'informations. On a rendu urgent ce qui n'était pas urgent quand vous entriez au supermarché. Donc, je vous pose la question, ne voudriez pas vous aussi apprendre ces techniques? C'est vrai que, ouais, forcément. Parce que je me dis, si on est un bon manipulateur, on est un bon vendeur aussi. On est un bon vendeur. Parce que si on parvient assez facilement à faire acheter à quelqu'un qui de base voulait un article à 10 000 francs et qui se retrouve à acheter pour 35 000, mais c'est très bien. Ouais. C'est une compétence rentable. Bien sûr. Et même en couple, la manipulation intervient. La manipulation intervient. Et les femmes d'ailleurs savent très bien le faire. Vous allez voir souvent une femme qui va arriver à un moment donné, elle vous charge émotionnellement. Parce que dans la vente, je le développe dans le livre. Point G, vous montez quand le pic est élevé et à ce moment donné, vous poussez à prendre une décision. Quand une femme va vous emmener dans un état émotionnellement où vous êtes vulnérable et elle vous dit, mais chérie, promets-moi ça. Promets-le. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle sait qu'à ce moment donné, tu es vulnérable. Et beaucoup d'hommes promettent dans ces instants-là. Et à ce moment donné, la promesse devient une dette, clairement. Une dette. OK. D'ailleurs, mon coach Franck Nicolas disait, ne prenez jamais de grandes décisions quand on est soit en excès de colère, soit en excès de joie. Et la manipulation, de fois, nous emmène à pouvoir obtenir ce qu'on veut au quotidien. Justement. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple précis où votre prise de parole ou alors cette compétence d'art oratoire ou alors de bon orateur vous a véritablement ouvert une porte? Bah oui, bien sûr, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Combien de personnes aujourd'hui, mais Aurélie, si aujourd'hui vous êtes là à m'interviewer,
c'est simplement parce que vous m'avez écouté une fois ou deux et vous avez aimé ce que vous avez écouté. Donc, si je peux aujourd'hui partager ma vision du monde, partager les valeurs, pouvoir inspirer les jeunes Africains partout en Afrique, c'est parce que j'ai la capacité aujourd'hui de pouvoir vendre cette vision-là, de la partager au monde. Si je peux parler devant 1000 personnes, 1500 personnes, et les gens sortent en disant « Mais Ulrich, tu as créé le déclic dans ma vie », c'est parce que j'ai développé cet art. L'art de m'exprimer, l'art de pouvoir vendre, l'art de charger les gens en émotion pour passer le message. Donc, il n'y a pas un seul instant, toute ma vie est faite en fait de communication, de persuasion et dans mon métier de conférencier, vous ne pouvez pas faire ce métier si vous n'êtes pas un bon vendeur, si vous n'êtes pas un bon communicateur, un bon orateur. Donc, j'appelle le maximum de personnes, de jeunes Africains. Heureusement, dans les sociétés en Europe, les sociétés développées, ce sont les aptitudes qu'on met dans les études en bas âge. C'est-à-dire qu'on permet aux enfants d'apprendre à s'exprimer, à partager leurs idées. A dit, moi, Gabriel, je veux être un pompier, je serai policier demain. Tu vois, on leur partage, et la société leur permet de à travers de petits exposés. Absolument, à travers les exposés, à travers les trucs et tout ça. Ok? Mais aujourd'hui, vous savez, notre système éducatif est désuet. Donc, on est obligé de, après avoir fini les études, de venir prendre une formation comme celle-là pour essayer de rattraper ce qui était brisé à la base. Justement. Donc, j'en appelle à tous les systèmes africains, à tous les systèmes éducatifs, intégrant cet outil majeur et même beaucoup d'enseignants et de professeurs ne sont plus mis à jour dans les nouvelles capacités pédagogiques. Tout à fait. Nous, je forme beaucoup d'enseignants et de professeurs. Et c'est pour ça que vous voyez, on a beaucoup de dérives où l'élève arrive à poignarder l'enseignant. Pourquoi? Parce qu'ils sont descendus dans le ring. L'enseignant est allé en dualité avec l'élève. Pourtant, c'est des erreurs fondamentales. Justement. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, malheureusement, qui ont du mal à prendre la parole en public. En privé, la personne va facilement vous expliquer quelque chose avec beaucoup de pertinence, sauf que si on la met finalement devant 2-3 personnes, elle ne pourra plus placer un mot. À ce type de personnes, quel conseil vous donnez? Mais en fait, on est tous plus ou moins dans ça. Vous savez, la peur de prendre la parole en public, c'est la 3e plus grande peur au monde. Oui. Derrière la peur de mourir et la peur d'échouer. Ok, prendre peur, se mettre devant les gens et parler, ce n'est pas quelque chose, c'est pas un acquis. Ok, parce que quand vous regardez les gens qui vous regardent, quand vous regardez tous ces regards braqués sur vous, vous avez la pression, vous avez le stress qui monte. Et quand le stress monte, vous avez votre cerveau reptilien qui vous dit attention, danger, il y a une situation qu'on ne maîtrise pas. Justement. Et donc le cœur va naturellement battre plus fort, le ventre va être noué, on va avoir le battement, le rythme cardiaque qui augmente et on sera chargé en oxygène et on est prêt à fuir. Oui. Ok. Donc face à ça, premièrement, et je l'apprends dans les formations en oratoire, dans les premiers modules, la première des choses d'abord, c'est d'accepter, de comprendre et accepter le mécanisme de la peur. Ne luttez pas contre la peur. Acceptez votre peur. C'est un mécanisme normal. Quand vous avez accepté la peur, vous êtes capable de renverser le processus de peur en avançant. Et ça, on utilise beaucoup de techniques de programmation automatique, par exemple, comme l'art de connecter avec son auditoire. Il y a plein de techniques qu'on utilise en formation en art oratoire. D'ailleurs, je vous convie vivement dans nos formations en art oratoire pour pouvoir accepter, comprendre la peur et surtout dominer, dompter et danser avec sa peur. En dansant avec sa peur, vous allez voir, il va devenir votre plus grand allié. Vous n'allez pas l'éliminer, il va devenir votre plus grand allié et vous allez être un héros. Justement. Et un homme courageux. Parce que le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est avoir peur, mais avancer quand même. Justement. Savoir dompter sa peur, c'est important et c'est justement le message que M. Ulrich Nguyen passe là actuellement. J'ai toujours du mal à prononcer votre nom. Ulrich Nguyen, on va y arriver. Nguyen, pardon, vraiment. On va y arriver, on va y arriver. Donc là, j'ai une question qui concerne justement vos événements à venir. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose en projet, quelque chose d'imminent? Et surtout, est-ce que vous souhaitez partager ça avec non seulement nous, mais également les téléspectateurs qui nous regardent? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons un magnifique livre, ce livre-là encore, Vendeur 3.0, oui. qui nous prépare à une belle tournée nationale.
On va démarrer une tournée à Yaoundé, à l'ouest, dans le nord. On va aller un peu de partout parce que c'est une bonne nouvelle. Oui. Et cette bonne nouvelle, il faut l'annoncer au plus grand public. Vous savez, moi j'ai grandi dans un environnement très croyant, très chrétien. Et j'ai grandi avec la bonne nouvelle à annoncer aux gens, qui est l'évangile, naturellement. Oui. Mais je dis, ce livre est aussi une bonne nouvelle. La bonne nouvelle du fait qu'on est capable d'activer le pouvoir suprême qu'on a, c'est la capacité à vendre nos idées, à vendre notre rêve et à vendre notre mission de vie au monde. Aurélie, par exemple, je suis sûr que tu es née pour apporter quelque chose dans le monde. Et le problème, c'est que beaucoup de gens meurent avec ça parce qu'ils n'ont jamais pu avoir la capacité pour vendre cette mission au monde. Donc, je suis aujourd'hui en tant qu'apôtre de cette bonne nouvelle pour amener effectivement tout le monde à entrer en contact avec ce livre-là, entrer en contact avec cette nouvelle-là. Donc, il y a une tournée nationale. Ensuite, il y a une tournée internationale qu'on va faire au Tchad, au Gabon, en Côte d'Ivoire, en Guinée, un peu de partout. On va commencer avec l'Afrique francophone et ensuite, on va attaquer aussi l'Afrique anglophone pour que le plus grand nombre d'Africains et d'autres gens aussi. Mais c'est d'abord pour nous, les Africains, ensuite pour les autres aussi, parce qu'on en a le plus besoin aussi quand même, et pour les autres aussi dans le monde, qu'ils puissent entrer en contact avec ce message. Mais déjà, ce samedi 30, nous serons à Yaoundé pour la dédicace officielle du livre à Yaoundé. Ça veut dire que Vendeur 3.0 a des déclinaisons aussi bien en français qu'en anglais? On est en train de travailler pour avoir la version en anglais. Pour l'instant, c'est la version en français, mais d'ici la fin d'année 2025, nous aurons la version en anglais parce que l'Afrique du Nord, l'Afrique anglophone, hein, ce sont aussi nos frères. Le Nigeria, le Rwanda, le Ghana, le Kigali, tout ça, l'Éthiopie, ce sont nos frères. Et nous ne devons plus avoir de barrières linguistiques. Ok, donc on va travailler dessus. Et ensuite, nous irons également pour la tournée d'abord dans l'Afrique francophone et ensuite dans l'Afrique anglophone également avec la version en anglais du livre qui viendra. Et ça fera également plaisir à nos frères et sœurs anglophones du Cameroun. Justement. Bien sûr, bien sûr. On est arrivé au terme de cette production et j'aimerais bien que vous passiez un message de fin à nos téléspectateurs. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent de vous, mais surtout qu'ils retiennent pour leur futur, leur avenir, leur projet? Je voudrais que, en tant qu'Africain, si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous avez entre 25 et 30 ans, et 35 ans, 40 ans, sachez qu'il ne vous reste que environ 40 ans à vivre. Environ 40 et 45 ans. D'ailleurs, la moyenne d'âge au Cameroun est de 50-55 ans. Donc, et ces 40 ans-là, vous allez passer le 1/3 à dormir pour vous recharger. Et vous allez passer également une dizaine d'années dans les transports et autres. Donc, vous êtes dans l'urgence. Ne pensez pas que vous avez tout votre temps. Vous êtes dans l'urgence. Vous avez une mission à apporter au monde. Donnez-vous 10 ans. Clarifiez où vous voulez aller. Donnez-vous 10 ans pour vous préparer, votre monture et ensuite passer à l'action pour rendre possible votre réalité. Ce n'est pas parce que vous avez du potentiel que vous allez le réaliser. La preuve, c'est que 90% des gens compétents meurent pauvres. Donc, préparez-vous, armez-vous et passez à l'action pour que vous ayez une chance pour que votre potentiel devienne une réalité. Merci. Merci à vous, Monsieur Ulrich Nguégan. J'y arrive enfin. Merci Aurélie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On se retrouve très bientôt. Mais avant de partir, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification. Et si vous êtes en visite à Douala, les résidences Boss Life vous attendent. Vous aurez l'occasion de séjourner dans un cadre magnifique, moins cher et surtout convivial, accueillant. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil pour une empreinte écologique. Nous proposons également un service de location de voitures sur place, réservé
dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.